au vu aussi de quelque chose qui m'a frappé au tout début de son arrivée au pouvoir. Trump a tweeté, je crois, en tout cas, a envoyé un message à la Russie en disant finalement, on est fait pour s'entendre parce que tous les deux, on a gagné ensemble la Seconde Guerre mondiale face aux Allemands. Et est-ce que finalement, Trump ne se rapproche pas aussi, ou ne tente pas de se rapprocher aussi de la Russie pour faire la peau aux Allemands, si je puis dire? Oui, bah, tout est concevable. C'est-à-dire qu'il y a des lambeaux de justification rationnelle dans tout ce que font les enfants. Les enfants. J'en ai 4. Mais les Américains ne font pas partie de mes enfants. Et donc encore que c'est un lapsus fantastique. Et donc j'ai avoué ce que je pensais des Américains. Les enfants de l'Europe. Voilà. Les mauvais garçons de l'Europe. Par exemple, l'histoire de détacher la Chine, oui, pourquoi pas. On peut penser ça, mais moi, je pense que le plus sûr, c'est d'essayer de... Enfin, toutes ces... Et puis casser l'Allemagne, oui, c'était d'ailleurs l'un des buts de guerre du début, et c'est un problème qui reste là. Mais moi c'est toujours pareil. En fait, ça paraît bizarre, parce que les seules choses qu'on peut analyser avec certitude, c'est les attitudes russes pour moi. Ce qui est paradoxal, puisque je connais très mal la Russie, je ne parle pas un mot de russe, et pas un mot, ça serait déjà beaucoup. Donc, et pourtant, pour moi, c'est simple. Donc, si je peux me permettre, je dirais, quel est le problème des Russes dans ces négociations de paix? Le problème des Russes, c'est que, bon, alors pour les Européens, les Russes ont intégré le fait qu'ils n'existaient plus en tant qu'agents autonomes. Ils les méprisent, et avec justesse. Je veux dire, le mépris que les Russes ont de nous me paraît totalement mérité. Hein, vraiment, voilà. Et donc, mais leur problème, s'ils veulent négocier avec les Américains, c'est que les Américains ne sont juste pas fiables. Les Américains, l'Amérique, c'est le pays qui, quand elle change de président, pense qu'elle peut changer de politique extérieure, déchirer un traité. Les traités sur le climat, hop, non, celui qui a fait le précédent, c'est pas bien, hop, déchiré. Le traité sur le nucléaire avec l'Iran, là c'était Trump, non, Obama, non, ça vaut rien, on déchire. Donc en fait, on ne peut pas. En fait, ce qui rend la négociation difficile, c'est que les Américains ont en quelque sorte un principe de non-fiabilité dans la politique. Et je dirais qu'à la limite, probablement, ce que fait Trump doit apparaître sympa au Kremlin, mais dans la durée, ça aggrave plutôt la méfiance. Puisque quand même, le comportement de Trump, avant, on changeait de politique de président à président. Mais là, on a l'impression qu'on pourrait changer à l'intérieur de Trump président en termes d'orientation. Donc en fait, là, pour les Russes, c'est comment arriver à bout de cette guerre avec quelque chose qui remplisse les objectifs de sécurité. Et que faire? Alors, moi j'ai ma réponse personnelle sur ces questions, dont on avait parlé au bistrot tout à l'heure. Je crois, je veux dire, nous sommes des Français, donc nous sommes maîtres du monde au bistrot. Il n'y a pas de problème. Et en fait, la chose fondamentale qu'on a constatée pendant cette guerre, où les Russes sont allés au-delà du Donbass et vont sans doute, d'une façon ou d'une autre, aller jusqu'au Dniepr, c'est que la flotte russe de mer Noire à Sébastopol était en insécurité tant que Odessa et son oblast étaient ukrainiens. Ça aurait été la contribution, ou l'une des contributions des Britanniques à rendre la paix plus difficile, c'est collaborer avec les Ukrainiens dans la fabrication de drones navals pour taper sur Sébastopol, etc. Donc en fait, si les Russes veulent une paix durable, tranquille, être en sécurité, sachant que les traités ne valent rien, ils doivent contrôler Odessa. Et donc en principe, la guerre, enfin, de mon point de vue, logiquement,
à moins que la Russie soit fatiguée pour des raisons qui m'échappent complètement, et ça serait tout à fait normal que plein de trucs m'échappent. Ben voilà. Donc, moi, je peux donner un indicateur de la sincérité de Trump. Si Trump veut vraiment la paix, il donnera sans combattre Odessa aux Russes. Et si Trump arrive en disant bah, Odessa a été fondée par les Russes, Catherine II, non, c'est ça? Eh ben oui, que Odessa revienne. Moi, je suis Trump tout puissant, je donne Odessa aux Russes, en même temps que je transforme Gaza en station balnéaire. Hein? Voilà. On pourrait parler de l'activité côtière et balnéaire de Trump dans ce cas-là. Et dans ce cas, ça me fait mal au cœur de faire des plaisanteries sur des sujets comme ça. Je vous prie de m'excuser quand même. Et donc, ce dont on se laisse entraîner, c'est pas bien. Et donc là, on aura un signe. Donc si Trump disait bon, Odessa, etc., là, je sais, on aura la paix. Mais on est très loin de ça. On est très loin de ça. On est très loin de ça. Et Vladimir Poutine récemment disait que les sanctions seraient peut-être levées partiellement par les Occidentaux devant les entrepreneurs russes. Mais il disait, vous savez, ils trouveront d'autres moyens de nous sanctionner ou de nous empêcher dans notre développement. Donc ne croyez pas que tout va aller bien dans les prochaines années. Donc ce que tu dis sur la méfiance des élites russes vis-à-vis de Trump et des élites américaines, elle est tout à fait confirmée. Ils ne se font aucune illusion sur cet aspect-là. Mais dans l'autre sens, peut-être qu'ils comptent justement sur cette versalité américaine, puisque quand on voit l'Afghanistan et d'autres dossiers, ils sont aussi capables de retirer leur pion du jour au lendemain. Et c'est peut-être là-dessus, et a priori, c'est ça que joue Poutine. On va pas le prendre, Trump, directement de front. On essaye de le caresser dans le sens du poil. Et puis, à un moment, il va finir par passer à autre chose. Oui. Alors, Trump, ou tous les Américains, ou les élites américaines, peuvent se dire l'un des principes de géopolitique américain, c'est nous sommes une île-continent ou un continent-île, nous ne risquons rien, donc nous pouvons, décennie après décennie, engager et perdre toutes les guerres qu'on veut, c'est pas grave. Donc on perd la guerre du Vietnam, on se retire d'Afghanistan, d'Irak, on n'en finit pas de se ridiculiser, et ça continue. Et effectivement, là, ce que tu évoques, c'est ce modèle-là. Mais le problème, c'est que le paradoxe de cet affrontement, qui a bien été un affrontement entre la Russie et les États-Unis. Moi, j'étais très impressionné quand j'ai vu, c'était le février 2022, quand j'ai vu Poutine apparaître. Pour moi, il défiait l'Amérique. Il défiait l'OTAN, l'Amérique, il jetait le gant. C'était vraiment... c'est une guerre où les Américains n'ont pas combattu sur le terrain, mais dans lequel ils sont allés à un choc frontal massif économique, et puis avec leurs serviteurs européens ou ukrainiens, ils ont été, je dirais, au contact et ils ont affronté la Russie. Et la Russie, c'est pas l'Afghanistan, c'est pas l'Irak, c'est pas le Vietnam. Donc là, en fait, ils sont en train de subir leur première vraie défaite mondiale. C'est complètement nouveau, même s'ils n'ont pas engagé de troupes. C'est très particulier. Et puis les Russes ont été meilleurs sur certaines technologies, ils ont fait face à toutes les sanctions. Et donc, en fait, c'est la première vraie défaite militaire des États-Unis en ce moment, sans combattre, ce qui est bien dans leur manière d'ailleurs. Et si ce à quoi amène cette défaite, c'est à la fin de la suprématie du dollar, à la fin de la capacité des Américains à se nourrir sans travailler, ou sans activité réellement productive, et avec devant soi cette chute de niveau de vie, c'est tout autre chose que la guerre d'Irak ou l'Afghanistan. Alors, on a un espoir quand même, c'est qu'ils ne comprennent pas ça. Parce que l'un des éléments structurels aussi de la situation, c'est le très petit niveau intellectuel des géopoliticiens américains. Les Européens, n'en parlons même pas. Le niveau intellectuel des Russes, corrige-moi si je me trompe, est quand même très supérieur. Et moi, quand je lis les textes en français ou en anglais, plus souvent, quand je lis les textes russes, on sent une douleur de devoir négocier avec des imbéciles.
je veux dire, on sent, ça va avec le principe de non-fiabilité. Parce que quand même, les gens intelligents sont plus fiables. Hein, donc, et donc, le niveau de conscience, de perception. Donc, par exemple, il y a certainement des Américains qui pensent, bah oui, on va faire des resets aux Russes, et puis ils vont se détacher des Chinois, parce que l'intérêt, oui, c'est vrai, on peut penser que la Chine, la Russie, etc., mais en fait, c'est une preuve d'inintelligence absolue, avec cette marque spéciale de l'inintelligence, qui est de prendre l'adversaire pour un débile, de prendre les Russes pour des cons. Une bonne part de la stratégie occidentale est fondée sur l'idée que les Russes sont des débiles, alors que c'est juste l'inverse, c'est eux les débiles. Mais le principe de la politique extérieure russe, c'est le contraire de la politique extérieure américaine, c'est le principe de fiabilité. Quand on entre en alliance avec la Russie, c'est le contrat de confiance d'Arty, à l'époque où le contrat de confiance d'Arty était fiable. Donc, évidemment que les Russes qui ont gagné la guerre, appuyés sur les Chinois, avec la complaisance des Indiens et avec un pacte stratégique avec l'Iran, évidemment qu'ils ne vont pas foutre en l'air ce système d'alliance qui les a mis en sécurité. Donc il y a des phénomènes de rigidité structurelle très forts. Alors, je voudrais revenir sur l'attitude des Européens, et notamment une forme de bellicisme des élites européennes. Et en